Le nom de code de cet essai est Trinity. La première étape, qui débute en mai 1945, consiste à tester et à étalonner les instruments. Les substances radioactives sont placées au milieu de 100 tonnes d'explosifs qui déclencheront la plus grosse déflagration jamais provoquée. Ensuite, les ingénieurs font construire un pylône de 30 mètres au sommet duquel la sphère de plutonium sera suspendue, entourée par une capsule protectrice en acier de 200 tonnes, surnommée Jumbo. Oppenheimer a conçu cette capsule pour récupérer le précieux plutonium au cas où l'implosion raterait. Mais lorsqu'il se rend compte que, si l'essai est concluant, celle-ci se transformera en 200 tonnes de déchets radioactifs, ce projet de 12 millions de dollars est abandonné. En juillet, un ranch tout proche est réquisitionné pour le montage de la bombe. L'assemblage final a lieu dans une petite tente au pied du pylône. C'est alors qu'un problème inattendu surgit. Le couvercle refuse de s'encastrer convenablement. Tous retiennent leur souffle, Oppenheimer s'interroge. Et on finit par s'apercevoir que la pièce en question est plus chaude que le reste de la sphère. À température égale, tout s'ajuste parfaitement. Mais tandis que la sphère est hissée au sommet du pylône, un problème plus grave se profile à l'horizon. À la veille de l'essai, un violent orage éclate au-dessus du site. Un éclair pourrait-il déclencher l'engin? Nul ne peut le dire. Mais si tel était le cas, les conditions météo entraîneraient des retombées radioactives jusqu'aux zones habitées. Reporter l'essai n'est pourtant guère envisageable car, à la conférence de Potsdam, le président Truman attend anxieusement une réponse positive qu'il pourrait utiliser contre Staline. L'essai doit avoir lieu. Finalement, la pluie s'arrête, le ciel s'éclaircit et le général Groves donne le feu vert pour le compte à rebours. Au centre de contrôle, la tension est à son comble. Pour détendre les esprits, les physiciens prennent des paris sur cette première explosion atomique. Embrasera-t-elle l'atmosphère? Effacera-t-elle toute trace de vie sur Terre? L'heure de vérité est enfin arrivée. Il est 5h29 du matin, le 16 juillet 1945. Ce jour-là, le soleil se lève à l'ouest, sur la base d'Alamogordo. Les caméras filment sous tous les angles cette explosion de 20 kilotonnes. Trinity est entendu à plus de 300 km à la ronde. L'éclair est vu à 700 km de là, à Amarillo, au Texas, et on explique à la presse qu'il a été provoqué par l'explosion d'un dépôt de munitions. Tentant de couvrir le bruit de l'explosion, Vannevar Bush hurle au général Groves. Cette bombe est plus brillante qu'une étoile. Et Groves, toujours avide de promotion, de répondre en montant ses galons, plus brillante que 2 étoiles. Ken Bainbridge, le responsable de l'opération Trinity, félicite Oppenheimer par ces mots. « Maintenant, nous sommes tous des salauds. » Et Oppenheimer se remémore alors un passage de son poème hindou favori. « Si l'éclat d'un millier de soleils illuminait soudain le ciel, cela ressemblerait à la splendeur du Tout-Puissant. Maintenant, j'incarne la mort, le destructeur des mondes. » L'Amérique a gagné la course. Elle est la seule à posséder la bombe atomique. La bonne nouvelle est envoyée par câble codé à Truman, toujours à Potsdam. Le président américain parle alors à Staline de cette nouvelle arme au pouvoir destructeur hors du commun. Mais cela n'impressionne guère le dirigeant soviétique, car, ce que Truman et Churchill ignorent, Klaus Fuchs a tenu les Russes informés de tous les développements. Immédiatement après l'essai, on ne peut approcher le point zéro, le cœur de l'explosion, que dans un char blindé au plomb. Mais en quelques jours, la radioactivité diminue, et bientôt Oppenheimer et Groves se rendent sur place pour constater les ravages. Le pylône a été entièrement pulvérisé, et sous l'effet de la chaleur phénoménale de l'explosion, le sol est recouvert d'une couche de verre. Tandis que les physiciens examinent les débris dans la vallée de Jornada del Muerto,
l'enjeu du projet Manhattan se déplace à l'autre bout du monde. La fin du compte à rebours de Trinity marque le début de celui de l'Empire du Japon. Il est 2h45 du matin, heure de Tinian, lorsque l'Enola Gay se met poussivement en branle sur la piste. Avec la bombe et ses réserves de carburant, il pèse 8 tonnes de plus que le poids normal. Tibbets a besoin de presque toute la longueur de la piste pour atteindre la vitesse de décollage, à la grande frayeur de Lewis, son copilote. Mais au dernier moment, il tire sur le manche et l'Enola Gay prend son envol en direction d'un empire condamné, mais qui continue à défier les Alliés. 3 heures du matin. L'Enola Gay fend la nuit à basse altitude et va à la rencontre de l'avion d'appui et de l'avion caméra. L'artificier Dick Parsons et son adjoint Maurice Jepson se glissent alors dans la soute pour insérer la charge explosive dans la bombe. L'opération est réalisée en moins de 30 minutes et Jepson remplace la petite fiche verte se trouvant sur le flanc de Little Boy par une fiche rouge. Alors que l'aube pointe à l'horizon, les 3 avions se retrouvent au-dessus d'Iwo Jima. L'avion d'appui, baptisé Great Artist, a une fuite d'huile. Mais son pilote, Chuck Sweeney, estime qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mission pour autant. À 7h moins le quart, les avions pressurisent leur cabine et entament leur montée pour atteindre 9300 mètres, l'altitude de largage. Peu de temps après, l'Enola Gay reçoit le message suivant d'un des avions météo qui le précède. Couverture nuageuse inférieure à 500 mètres, quelle que soit l'altitude. Bombardé cible numéro 1, Tibbets annonce, c'est Hiroshima. Au moment où l'avion météo américain décolle, les sirènes de la ville d'Hiroshima annoncent la fin d'une alerte. Les ouvriers regagnent leurs usines et au quartier général de la Seconde Armée, les soldats se remettent à leurs manœuvres. La vie reprend son cours. À bord de l'Enola Gay, le copilote Bob Lewis tient le journal de la mission. Tandis que l'appareil s'approche d'Hiroshima, il écrit « Le largage de la bombe sera suivi d'un bref intermède ». À 8h11, le bombardier Tom Ferby ôte sa casquette et règle son viseur. Le colonel Tibbets lui confie alors le contrôle de l'appareil. La cible est localisée, c'est le grand pont en forme de T sur la rivière Ota. Quelques secondes plus tard, Ferby déclenche le signal radio qui avertit les autres avions de l'imminence du largage. Au cas où, il pose son doigt sur la commande manuelle, mais le système automatique fonctionne parfaitement. À 8h15 et 17 secondes, Little Boy tombe de la soute de l'Enola Gay, interrompant brusquement le signal de largage. Tibbets amorce alors le virage à 158 degrés qu'il a répété à maintes reprises. Tout l'équipage met les lunettes de protection fournies par l'armée, mais Tibbets s'aperçoit qu'elle l'empêche de voir les instruments et les retire. « 43 secondes exactement après le largage, à 550 mètres au-dessus du sol, la première arme atomique de la guerre explose. Il est exactement 8h16, le lundi 6 août 1945. Quelques instants plus tard, les 2 ondes de choc produites par la déflagration atteignent les avions. En ressentant la violente secousse, Tibbets s'écrie machinalement « DCA ». L'avion caméra vole en cercle au-dessus de l'Enola Gay et du Great Artist afin d'immortaliser l'explosion. Après le largage, les 2 autres avions ont fait demi-tour. Ils tournaient donc le dos à l'explosion, ils ne l'ont pas vue. Alors que nous allions droit dessus. Et elle s'est produite juste devant nous.
On a vu l'explosion, le dégagement provoqué par la chaleur. Puis le champignon s'est formé et a commencé à s'élever en aspirant tout. Et au fur et à mesure qu'il s'élevait, il devenait rouge, jaune, violet. Et ça bouillonnait à l'intérieur. Malheureusement, le film tourné depuis l'avion caméra ne donnera rien. Et ces images filmées manuellement depuis l'avion soutien sont les seules que l'on possède du champignon d'Hiroshima. Tandis que les appareils survolent une nouvelle fois la ville pour mieux voir l'enfer qui bouillonne en dessous d'eux, le copilote Bob Lewis ajoute une phrase dans son journal. « Mon Dieu, écrit-il, qu'avons-nous fait ?» Au sol, la fumée commence à se dissiper au-dessus d'Hiroshima. Ces archives confisquées aux Japonais montrent la ville dans les heures et les jours qui ont suivi l'explosion. Ce film ne sera montré que 25 ans après la fin de la guerre. La force de la déflagration a été phénoménale, l'équivalent de 13,5 kilotonnes. Au cœur de l'explosion, la température a atteint les 40 millions de degrés. Au sol, une température de 3000 degrés a fait fondre la céramique et le granit dans un rayon d'1 kilomètre autour du point zéro. Des ombres portées ont été figées à tout jamais. Des piétons pulvérisés par l'explosion ne laissent derrière eux qu'une empreinte sur le macadam. Le souffle s'est propagé à 335 mètres par seconde, la vitesse du son. Dans un rayon d'1,5 kilomètre, seuls les édifices en béton armé sont encore debout, bien qu'éventrés. Tout le reste n'est que décombres. Le centre d'exposition commerciale et industrielle. Le bâtiment de la compagnie du gaz d'Hiroshima. Le château historique. Le quartier général de la Seconde Armée. La cible de Fairby, le pont Aioi, est gravement endommagé mais miraculeusement toujours debout.